L'Antiquité a connu de nombreux empires, mais aucun n'a autant marqué le mémoire que l'Empire romain, au moins en Occident. De Charlemagne à Napoléon, en passant par la Renaissance et les péplums hollywoodiens, l'Empire romain demeure une référence dans l'imaginaire collectif occidental, voire mondial. Cependant, si nous avons tous en tête les images des légionnaires, des empereurs et des monuments antiques, la plupart d'entre nous ne connaissons pas tellement l'histoire de cet empire. Certes, nous avons quelques bribes de connaissances sur l'avènement et la chute de l'Empire romain, mais cela reste vague, surtout entre ces deux événements. Ainsi, pour mieux faire connaître cette période, je me propose dans cette vidéo de résumer l'histoire de l'Empire romain. Pour rester synthétique, je me suis imposé un délai maximum de 45 minutes, je me concentre essentiellement sur l'histoire politique, sans faire non plus un récit de tous les événements qu'a connu l'Empire, décennie par décennie. Je propose ainsi un récit explicatif général, pour mieux faire connaître et comprendre l'histoire romaine et ses grandes évolutions. Moins de 45 minutes pour résumer l'histoire de l'Empire romain, c'est parti. Pour commencer, que désigne-t-on exactement par l'expression Empire romain? Pour les historiens contemporains, cela désigne d'abord l'empire territorial de l'État romain, centré sur la Méditerranée, puis le régime politique monarchique, dirigé par un empereur à la tête de cet État. Les deux définitions se superposent entre 27 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. Après cette date, l'Empire romain ne perdure plus qu'en Orient et est surnommé l'Empire byzantin. Toutefois, les origines de l'Empire romain territorial remontent bien plus tôt dans l'histoire. Dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, la cité de Rome lutte contre ses voisines pour l'hégémonie dans le Latium, à savoir la région sur la côte occidentale de l'Italie centrale. Puis, au 4e siècle avant Jésus-Christ, Rome entame sa conquête de la péninsule italienne. L'essentiel de l'empire territorial est alors conquis entre les 4e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sous le régime de la République romaine. Partie 1. Rome, une cité antique. Quand débutent les conquêtes, Rome est en fait déjà une cité ancienne. Selon son histoire mythique, elle est fondée par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. Le dit Romulus est le fils de Mars, le dieu de la guerre, et le descendant d'Énée, un prince de Troie. La ville est d'abord bâtie sur la colline du Palatin, à proximité d'un gué sur le fleuve Tibre, avant de s'étendre. Voilà donc pour le mythe. L'archéologie contemporaine a ensuite trouvé des traces d'installations humaines sur le Palatin datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. La chronologie mythique est donc historiquement crédible. La ville est située sur un carrefour en Italie centrale, au croisement de la route fluviale du Tibre et de la route terrestre reliant les montagnes des Apennins à la mer Tyrrhénienne. Rome est une cité de culture latine, mais par ses conquêtes et ses échanges avec l'extérieur, sa population et sa culture reprennent également des éléments étrusques, oscombriens et grecs. Par cité, il ne faut pas seulement entendre un synonyme de ville, comme dans le langage courant actuel. Une cité, ou civitas, est en fait un État, une cellule politique, composée d'une ville et d'un territoire. Elle comprend également un corps civique, détenteur d'un minimum de droits, et associé à son gouvernement sous forme d'assemblée, assemblée au singulier ou au pluriel. Du 8e au 6e siècle, Rome est dirigée par des rois latins, puis étrusques. Le dernier roi est chassé de la cité en 509 avant Jésus-Christ par l'aristocratie romaine. Commence alors la période de la République romaine. Ce mode de gouvernement, ou régime politique, est appelé république uniquement à partir du début du 2e siècle après Jésus-Christ, sous la plume de l'historien Tacite. Les contemporains de la République romaine appellent plutôt ce régime la libertas. Le gouvernement de la cité appartient à des institutions organisées selon la coutume, qui évoluent lentement au fil du temps et des rapports de force. Comme dans la plupart des cités grecques ou italiques, Rome est gouvernée par des magistrats élus, notamment 2 consuls, et par des assemblées aristocratiques et populaires. Sous la République, l'assemblée aristocratique, appelée le Sénat, est prédominante. C'est pourquoi les historiens appellent ce régime la République sénatoriale. L'unité romaine se fait autour de ses institutions civiques, mais également autour de ses mythes fondateurs et de sa religion. Les Romains se considèrent comme les meilleurs des guerriers et les plus religieux des hommes. En rendant les honneurs adéquats aux dieux, ceux-ci doivent les protéger et les favoriser, dans la paix comme dans la guerre. Jupiter est le premier de leurs dieux. Il transmet son imperium aux dirigeants de Rome, c'est-à-dire son autorité morale et sa force divine, en vue de réaliser des actions publiques. L'imperium désigne donc ce pouvoir d'origine divine, puis le territoire sur lequel s'exerce ce pouvoir. Aux yeux des Romains, leur empire est donc un espace qu'ils protègent et administrent au nom de leur dieu. Au tout début du IVe siècle,
l'Empire s'exerce essentiellement sur le Latium. Rome a annexé certaines cités, avec leur territoire et leur population, tandis que d'autres sont contrôlées par des traités d'alliance inégaux. Ces alliés conservent leur autonomie interne, mais ils sont contraints d'obéir à Rome sur le plan diplomatique et militaire. Pendant toute son histoire, l'Empire romain traite différemment les populations et les territoires dominés. L'unité administrative de l'Empire n'est pas un objectif en soi. Rome elle-même connaît également des tensions politiques internes. Depuis quasiment sa fondation, la République est agitée par ce qu'on appelle le conflit des ordres. S'affrontent d'un côté les patriciens, les descendants des premiers sénateurs de la République, c'est-à-dire les membres des plus vieilles familles aristocratiques romaines, et de l'autre les plébéiens, autrement dit la plèbe, qui regroupe tous les autres citoyens. Le conflit éclate pour deux raisons. D'abord, à cause d'une lutte sociale entre pauvres plébéiens et riches patriciens. Ces derniers possèdent en effet une large partie des terres agricoles, c'est-à-dire la principale source de revenus dans le monde antique. Les riches propriétaires patriciens jouent également le rôle de prêteurs de bétail et de semences aux petits propriétaires plébéiens. Jusqu'au remboursement des dettes, les débiteurs deviennent les dépendants des créanciers. Ils peuvent même être contraints aux travaux forcés pour payer leurs dettes. L'enjeu des terres et des dettes est donc la première pomme de discorde entre patriciens et plébéiens. La seconde est la compétition interne à l'aristocratie. En effet, les patriciens monopolisent les magistratures et les prêtrises, en particulier le consulat. Ils affirment que seul leur charisme familial ancestral permet d'obtenir la faveur divine nécessaire aux fonctions publiques. Or, au cours des 5e et 4e siècles, une élite émerge dans la plèbe, enrichie notamment grâce aux conquêtes. Cette élite plébéienne réclame l'accès aux magistratures à égalité avec les patriciens. Ainsi, le conflit des ordres est d'abord un conflit social, c'est-à-dire basiquement les riches contre les pauvres, puis un conflit politique et juridique au sein des élites. Les deux camps disposent également d'une base populaire. D'un côté, la plèbe rassemble juridiquement la majorité des citoyens romains, et de l'autre, les patriciens s'appuient sur le réseau de clientèle. Dans la Rome antique, la clientèle désigne la relation d'entraide entre un patron et ses clients, autrement dit entre un protecteur et ses protégés. Le patron offre à ses clients une protection économique et juridique, mais en échange, les clients doivent soutenir la carrière politique de leur patron. Dans la société romaine, chaque aristocrate est le patron de plusieurs clients. Par conséquent, dans le conflit des ordres, même s'ils sont de fait minoritaires, les patriciens peuvent compter sur le soutien de leurs nombreux clients plébéiens. On pourrait croire que les tensions internes à Rome sont un frein à ces conquêtes. Or, c'est le contraire. La guerre est en effet une façon d'extérioriser les conflits. Elle permet d'obtenir des terres, des richesses et des honneurs pour satisfaire les appétits et les ambitions des citoyens, qu'ils soient riches ou pauvres, patriciens ou plébéiens. La gloire militaire justifie également la domination des aristocrates au pouvoir, contestés par leurs rivaux patriciens ou par la plèbe. Les conflits internes expliquent donc en grande partie l'impérialisme romain. Comme dit plus tôt, l'Empire romain, au sens territorial, commence vraiment à s'étendre au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Cela fait suite à deux événements majeurs. En 396, Véies, une grande cité étrusque rivale, est prise par les Romains à la suite d'un siège. Pour les besoins de la guerre, Rome a dû développer son armée et son système fiscal. Par sa victoire, Rome parvient presque à doubler l'étendue de son territoire et gagne ainsi les moyens de ses ambitions militaires. Puis, en 390, Rome subit une invasion gauloise. Son armée est vaincue et la ville est pillée par les Gaulois, excepté le Capitole qui résiste au siège. Certes, les Gaulois s'en vont et plus tard sont peut-être défaits par les troupes romaines, mais le sac de Rome de 390 restera un traumatisme dans la mémoire historique des Romains. Partie 2. La conquête de la Méditerranée. Après 390, Rome s'engage dans la conquête de l'Italie pour sécuriser son territoire. Elle combat les Samnites, un autre peuple italique, et les colonies grecques d'Italie du Sud. En 272, elle achève la conquête de l'Italie par la prise de Tarente et la victoire contre son allié grec, Pyrrhus, le roi d'Épire. Rome annexe peu de terres en Italie, car elle préfère soumettre les Italiens à des traités d'alliance inégaux. Ses alliés, les Soci, fournissent la moitié des effectifs de ses armées. Ensuite, Rome dispute à Carthage la domination de la Méditerranée occidentale au cours des 3 guerres puniques. La colonie phénicienne de Carthage a en effet construit un empire maritime et commercial en Méditerranée occidentale grâce à un réseau de comptoirs et d'alliances. La première guerre punique, 264-241, s'achève par la victoire de la flotte romaine à la bataille des îles Égates.
Rome conquiert alors la Sicile, la Corse et la Sardaigne. La deuxième guerre punique, 218-202, est très dure pour Rome, qui subit plusieurs défaites très meurtrières face au général carthaginois Hannibal Barca. Celui-ci envahit l'Italie depuis l'Espagne, en franchissant les Alpes, et retourne plusieurs alliés italiens de Rome contre elle. Finalement, les Romains l'emportent par leur ténacité et par l'ingéniosité de leur meilleur général, Scipion l'Africain. Rome récupère ainsi les possessions carthaginoises en Espagne et surtout la domination sur la Méditerranée occidentale. Au IIe siècle, Rome étend son territoire propre en Occident et obtient la domination en Méditerranée orientale. Par une série de victoires et d'alliances diplomatiques, Rome vassalise les royaumes hellénistiques, héritiers des conquêtes d'Alexandre le Grand, ainsi que les cités grecques indépendantes. Elle domine ainsi la Macédoine, la Grèce, l'Asie mineure, la Syrie et l'Égypte. Rome préfère vassaliser les royaumes plutôt que les transformer en provinces, afin de diminuer les coûts de la guerre et de la gestion territoriale. Mais la conquête romaine peut également être très violente. En 146, la rébellion des Grecs est matée grâce aux 5 de Corinthe. La même année, Carthage est détruite suite à une troisième guerre punique victorieuse. En 133, la cité ibérique de Numance est détruite après un long siège. À l'intérieur de Rome, la situation politique évolue. Les plébéiens mettent la pression sur les patriciens en faisant plusieurs fois sécession vis-à-vis de la cité, refusant ainsi de participer à ces guerres. Malgré la résistance des patriciens, les plébéiens obtiennent progressivement l'égalité juridique, définitivement acquise en 287 grâce à une dernière sécession de la plèbe. La domination économique des patriciens est également adoucie grâce au gain des conquêtes. Le conflit des ordres est donc terminé. Rome est dorénavant dirigée par une aristocratie mêlant patriciens et plébéiens, siégeant ensemble au Sénat où la compétition politique est très rude. Et en l'occurrence, après sa victoire pendant la Seconde Guerre punique en 202, le prestige du Sénat et son autorité politique sont renforcés. De plus, les sénateurs se sont accaparés les terres publiques, c'est-à-dire les terres agricoles appartenant à l'État, étendues grâce aux confiscations infligées aux alliés italiens ayant trahi pour Carthage. Les sénateurs se sont donc construits d'immenses propriétés foncières. Ensuite, soit ils les exploitent eux-mêmes, soit ils les confient à des clients italiens en échange de leur soutien à leur carrière politique. Parmi les sénateurs, certains s'enrichissent plus que les autres, à savoir les magistrats occupant le rôle de généraux. Grâce à leur victoire, ces derniers accumulent du butin et du prestige militaire et ils se constituent des clientèles dans les territoires conquis. Les généraux forment ainsi l'élite de l'aristocratie romaine. Les conquêtes ne profitent pas seulement aux aristocrates romains, mais également aux marchands italiens, dont la plupart ne sont pas citoyens romains. Dans les territoires conquis, ces marchands obtiennent des positions de force. Ils écartent donc de force leurs concurrents et s'approprient ainsi de nouveaux marchés vers lesquels ils exportent les productions italiennes et depuis lesquels ils importent des biens et des esclaves vers l'Italie. C'est pourquoi, grâce aux conquêtes, les marchands, les exploitants agricoles et les artisans italiens s'enrichissent. En outre, les contacts plus étroits avec le monde grec apportent des changements dans les modes de vie et les formes religieuses. À la façon des rois hellénistiques, les généraux romains étalent leurs richesses de manière ostentatoire. Certains cultes hellénistiques se répandent également en Italie, en dehors des cadres civiques, tels ceux de Bacchus et d'Isis. L'État romain les traite avec suspicion, voire avec hostilité. Par exemple, en 186, le Sénat interdit les bacchanales, les fêtes en l'honneur de Bacchus, dans toute l'Italie, en dehors de quelques exceptions locales. Ainsi, par ces victoires, le monde romain reçoit des apports politiques, économiques, culturels et religieux, principalement issus du monde grec, qui déstabilise la société romaine traditionnelle. Dans l'autre sens, Rome apporte la culture latine et italique dans les territoires conquis. Cela passe par la langue, la religion, l'organisation politique et sociale, l'architecture, l'art et même l'alimentation. Ce phénomène s'appelle la romanisation. Sous la République, ce n'est pas une politique délibérée de l'État romain, mais plutôt un effet secondaire des conquêtes. Par ailleurs, la romanisation reprend et approfondit l'hellénisation du bassin méditerranéen, surtout en Orient. Les Romains réagissent différemment face à ces changements culturels. Au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ, un débat vigoureux agite l'aristocratie romaine, pour ou contre l'hellénisation des mœurs. Le courant entre guillemets conservateur latin est incarné par Caton le censeur, tandis que le courant entre guillemets impérialiste philhellénique est incarné par la famille des Scipions. Les conservateurs ne remettent pas en cause l'apport proprement culturel du monde grec. En effet, tous les aristocrates romains les embrassent largement. Par exemple, en 184, Caton le censeur lui-même fait bâtir la première basilique de Rome sur le modèle des palais royaux hellénistiques.
De fait, l'hellénisation n'est pas un processus d'adoption révérencieuse, mais plutôt une mise au service de la culture grecque pour célébrer la richesse et la supériorité des Romains. En cela, tous les aristocrates sont d'accord. Par exemple, le temple d'Hercule du Forum Boarium est un temple de forme typiquement grecque, bâti probablement par Lucius Mummius, le consul de 186, qui a achevé la conquête de la Grèce pour remercier la divinité de sa victoire. Les pierres utilisées viennent de Corinthe, la ville détruite par ce magistrat. Cependant, comme le relève l'historien Jean-Michel David, les conservateurs remettent en cause les implications politiques de l'hellénisme. En adoptant la culture grecque, les magistrats conquérants, tels les Scipions, reprennent la personnalisation de l'expression du pouvoir, propre au roi hellénistique. Autrement dit, le décorum grec du pouvoir est personnalisé et donc tendanciellement monarchique, alors que le décorum latin est collectif et donc tendanciellement aristocratique. Et si les magistrats conquérants adoptent un décorum monarchique, ne risquent-ils pas de rompre dans les faits avec la pratique collective du pouvoir? Ne risquent-ils pas de renverser à Rome la république aristocratique au profit d'une monarchie de type hellénistique? En outre, la philosophie grecque introduit un conflit des normes à Rome. Suivant les principes philosophiques, la validité de toute conduite est soumise à l'instance de vérité qu'est la nature de l'homme et du monde. A l'inverse, dans la tradition latine, la validité de toute conduite repose dans l'autorité morale des personnes. La philosophie grecque pourrait ainsi remettre en cause toute l'autorité morale, et donc sociale et politique, des aristocrates romains. Ces deux dangers expliquent la réaction catonienne vis-à-vis de l'hellénisme. Elle vise à protéger le régime aristocratique de la république sénatoriale. Ainsi, au IIe siècle, l'aristocratie romaine est parcourue de mutations et rivalités internes, tout en accentuant sa domination sociale et politique sur la cité. Partie 3. Les conflits internes à la République romaine. Au sein de la cité, les tensions augmentent entre le peuple, au sens social et non juridique, et l'aristocratie. Les plus pauvres citoyens bénéficient moins des conquêtes que les plus riches, alors qu'ils supportent également le poids des guerres. Voyant ici une injustice, les pauvres demandent alors une plus grosse part du gâteau. Les tensions montent également entre les Romains et leurs alliés italiens, pour des raisons similaires. Les Italiens participent activement à l'effort de guerre, mais ils ne tirent aucun bénéfice des victoires, contrairement aux Romains. Par exemple, en 167, après la lucrative conquête de la Macédoine, Rome dispense ses citoyens de payer l'impôt direct, mais les alliés n'en profitent pas. De plus, après la Seconde Guerre punique, Rome est plus méfiante à l'égard de ses alliés, et donc elle renforce son contrôle politique et religieux sur l'Italie. Enfin, il y a des tensions autour de la propriété des terres agricoles. L'État romain a acquis une part des terres de toutes les cités conquises en Italie, puis il en a confisqué d'autres aux cités ayant trahi au profit de Carthage. Ces terres publiques sont ensuite données à des colons romains, ou bien des sénateurs les accaparent illégalement. Les Italiens se retrouvent donc lésés dans l'affaire. Certes, des sénateurs louent leurs terres à des Italiens, qui deviennent ainsi leurs clients, mais leur position reste précaire, soumise aux décisions des Romains. C'est pourquoi, au IIe siècle, la colère des Italiens monte de plus en plus envers les Romains. Toutes ces tensions éclatent dans les années 130 et 120 avec la crise des Gracques. Les Gracques sont deux frères, Tiberius et Caius, élus tribuns de la plèbe respectivement en 133 et 123. Ils font voter des lois pour redistribuer les terres publiques et pour créer une aide alimentaire d'État. Leurs réformes favorisent le peuple contre l'aristocratie, notamment contre le Sénat. En réponse à leurs actions, les sénateurs organisent des émeutes pour tuer les Gracques et leurs partisans. Ces événements donnent naissance à deux courants politiques chez les Romains, dont l'affrontement structure dorénavant la vie politique. D'un côté, les populares, c'est-à-dire les populaires, héritiers des Gracques, favorables au peuple à la distribution de terres et de nourriture par l'État. De l'autre, les optimates, à savoir les meilleurs, c'est-à-dire les partisans du Sénat et de l'aristocratie traditionnelle, qui souhaitent conserver les normes politiques et sociales de la République sénatoriale. Pendant une centaine d'années, les populares et les optimates s'affrontent pour imposer leur politique dans l'État romain. En parallèle, un nouveau type de personnage politique apparaît, les imperatores. Ils ont pour nom Marius, Sylla, Crassus, Pompée, César, Marc-Antoine et Octave. Ce sont des généraux qui ont reçu de longs commandements militaires loin de Rome. Par leur commandement prolongé et leur générosité matérielle, un lien privilégié se crée entre les imperatores et leurs soldats. Par leur victoire, ils acquièrent également du prestige et des richesses, les plaçant au-dessus de tous les autres aristocrates. Ils entretiennent enfin des liens privilégiés avec les dieux à qui ils doivent leur victoire, leur donnant par conséquent un charisme surnaturel.
De retour à Rome, les impératores réclament et obtiennent souvent des honneurs politiques et religieux extraordinaires. Cependant, le pouvoir se partage difficilement. Les impératores sont en constante rivalité. Ils doivent composer les uns avec les autres ou bien s'affronter directement. En 133 avant Jésus-Christ, par le tribunat de Tiberius Gracchus, s'ouvre ainsi une période trouble de 100 ans, appelée généralement par les historiens la crise de la République romaine. Certains historiens parlent plutôt d'un enchaînement de crises, au pluriel, plus ou moins espacées. Quoi qu'il en soit, la période est émaillée de guerres civiles, dans les années 80, 40 et 30. Trois problématiques dominent la période. D'abord, les relations compliquées entre Rome et les Italiens, notamment concernant la propriété des terres agricoles. Ensuite, les conflits entre les populares et les optimates. Et enfin, les ambitions et les rivalités des imperatores. Pendant toute cette période, les Romains, ou plutôt les imperatores, poursuivent leur conquête. Marius soumet le royaume de Numidie. Sylla vainc Mithridate VI, roi hellénistique du Pont, et sa coalition anti-romaine. Les expéditions de Pompée renforcent la domination romaine sur les royaumes vassaux en Orient et établit les provinces de Syrie et de Pompétinie. César conquiert la Gaule chevelue et renforce également la domination romaine sur les royaumes vassaux. Marc-Antoine soumet l'Arménie. Enfin, Octave annexe l'Illyrie et l'Égypte. Les guerres et la diplomatie extérieure jouent alors un rôle important dans la vie politique romaine et vice-versa. Les adversaires de Rome suivent les rapports de force au sein de la cité, tandis que les impératores obtiennent, par la conquête, les moyens pour faire avancer leur carrière et l'emporter sur leurs rivaux. Les guerres intérieures de la fin de la République romaine commencent par la guerre sociale, c'est-à-dire la guerre de certains alliés italiens contre Rome entre 91 et 89. Rome l'emporte militairement, mais elle doit céder la citoyenneté romaine à tous les Italiens. Le problème des terres agricoles n'est cependant pas résolu, puisqu'à plusieurs reprises des impératores en confisqueront pour les donner en récompense à leurs vétérans. La guerre sociale n'est pas à proprement parler une guerre civile, puisque la cité de Rome reste unie face à ses anciens alliés. Mais c'est un premier déchirement de la communauté politique italienne. Les prochaines guerres sont véritablement des guerres civiles. Résumons-les rapidement. De 89 à 82 ont lieu les guerres entre les populares, partisans de Marius, et les optimates, partisans de Sylla. Ce dernier l'emporte, punit violemment les marianistes et restaure la république sénatoriale. Cependant, l'œuvre de Sylla ne lui survit pas. Les optimates perdent le pouvoir au profit des populares, menés par deux anciens généraux de Sylla, à savoir Crassus et Pompée, et par le neveu par alliance de Marius, à savoir César. Mais suite à la mort de Crassus, la rivalité monte entre César et Pompée. Le premier est en pleine ascension politique grâce à la guerre des Gaules, et le second rallie les optimates autour de lui. En 49, la guerre éclate entre les deux hommes. César l'emporte, puis élimine ou rallie les Pompéiens restants. Une fois au pouvoir, il cherche à rassembler un consensus autour de lui, mais en 44, César est assassiné par une conjuration de sénateurs. Cependant, ses partisans récupèrent le pouvoir. Ils sont menés par Marc-Antoine, le lieutenant de César, et Octave, son petit-neveu et fils adoptif. En 42, les Césariens éliminent les conjurés, puis ils se partagent l'Empire. Octave reçoit les provinces du Nord-Ouest, et Marc-Antoine tout l'Orient, où il règne avec son amante, la reine d'Égypte Cléopâtre. Tandis que la position d'Octave se renforce en Occident, celle de Marc-Antoine faiblit en Orient, suite à ses échecs face au royaume des Parthes. La rivalité monte progressivement entre les deux hommes, puis la guerre éclate en 32. Octave l'emporte à la bataille d'Actium en 31, et un an plus tard, Marc-Antoine et Cléopâtre mettent fin à leur jour à Alexandrie. Ainsi, Octave est le dernier impérator restant, vainqueur final des guerres civiles. Partie 4. Le Principat ou le Haut Empire romain. Dans les années qui suivent, Octave construit un nouveau régime politique à Rome, à savoir le Principat, aussi appelé l'Empire, selon la définition politique. Comme date de fondation, les historiens retiennent généralement l'année 27 avant Jésus-Christ, lorsqu'Octave reçoit du Sénat le surnom d'Auguste, traduisant l'autorité et le bonheur de ses actions, accordées par les dieux pour ses mérites. Mais cette date est surtout symbolique. En fait, Octave établit son régime petit à petit, tout au long de sa vie. Tout comme César, une fois au pouvoir, il cherche à établir un consensus autour de lui. Mais Octave est plus prudent que son père adoptif. Il prétend surtout restaurer la République, comprise comme la chose publique, c'est-à-dire l'État romain, et non le régime aristocratique sénatorial. Auguste accumule des pouvoirs politiques et militaires. Il établit la liste des sénateurs, fait voter les lois et élire les magistrats sur sa recommandation. Il nomme les gouverneurs des provinces, directement ou indirectement, et il commande l'armée. Auguste accumule également les honneurs religieux. En 12 avant Jésus-Christ,
il devient grand pontife, c'est-à-dire le prêtre de plus haut rang dans la région civique romaine. Cet ensemble d'honneurs fait d'Auguste le personnage le plus important de l'État, le premier citoyen, c'est-à-dire en latin le princeps, le prince, d'où que les historiens parlent de principat. Parmi tous les titres du princeps, le plus connu aujourd'hui est imperator, traduit alors par empereur. Auguste est donc le premier empereur romain. Toutefois, Auguste n'est pas légalement monarque ou roi. Théoriquement, il ne fait qu'accumuler des magistratures et des prêtrises. Sa fonction n'est pas héréditaire. Alors, pour que le principat perdure, Auguste doit faire élire son successeur. Aussi, pour qu'il hérite de son charisme, ce successeur doit être un membre de sa famille. Après de nombreuses péripéties, Auguste choisit finalement Tibère, son beau-fils, comme successeur et l'associe à ses fonctions. C'est pourquoi, lorsqu'Auguste décède en 14 après Jésus-Christ, un second princeps lui succède immédiatement. 2 jours plus tard, le Sénat vote l'apothéose d'Auguste. Il est désormais reconnu et vénéré officiellement en tant que divin, que demi-dieu siégeant auprès des dieux de l'Olympe. Cela institue formellement le culte impérial, c'est-à-dire le culte des empereurs divinisés, autrement dit les bons empereurs selon le Sénat. Ainsi, les bases du principat sont établies. Le régime ne repose pas sur un titre héréditaire de droit, mais plutôt sur l'assentiment envers l'empereur de fait de 3 groupes entre guillemets sociaux, à savoir les sénateurs, l'armée et les dieux. Par conséquent, que ce soit pour imposer le candidat de son choix à cette succession, ou tout simplement pour se maintenir en place, l'empereur doit toujours faire attention aux volontés des sénateurs, des soldats et des dieux, ou en tout cas telles que celles-ci sont interprétées par la population. En effet, plusieurs empereurs sont renversés par des conjurations de sénateurs et ou des rébellions militaires, à Rome ou dans les provinces. En cas de mort prématurée, et alors souvent violente de l'empereur, les sénateurs ou les soldats imposent leur propre candidat, soit un membre de la famille impériale, soit un grand aristocrate et ou général issu d'une autre famille. C'est ainsi que se succèdent plusieurs dynasties pendant ce qu'on appelle le Haut Empire romain. Ces dynasties sont d'abord les Julio-Claudiens, Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron, puis les Flaviens, Vespasien, Titus et Domitien, et enfin les Antonins, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle, Lucius Verus et Commode. Au lieu d'une succession dynastique classique, les Antonins sont réputés pour une succession entre guillemets méritocratique. Ils désigneraient les meilleurs candidats possibles en faisant leur fils adoptif. Mais en vérité, les Antonins essaient tout de même de conserver le pouvoir dans leur famille. Ils adoptent des généraux issus de leur région d'origine, peut-être de leur cercle familial élargi, et les marient à leurs filles. En outre, Marc Aurèle désigne directement Commode, son fils naturel, comme son successeur. Commode est d'ailleurs le premier fils naturel à succéder à son père en tant qu'empereur romain. En parallèle de ces questions dynastiques, le Haut Empire est souvent en guerre contre les barbares, les peuples qui vivent à l'extérieur de ses frontières, soit pour se défendre, soit pour attaquer. Certains empereurs sont de grands conquérants, principalement Auguste, Claude et Trajan. L'Empire atteint sa superficie maximale sous Trajan en 117 après Jésus-Christ, à savoir environ 5 millions de kilomètres carrés. Mais les empereurs connaissent également des revers dans les régions nouvellement conquises. Auguste perd la Germanie et Trajan la Mésopotamie et l'Arménie. À l'intérieur de ces conquêtes, le Haut Empire connaît quelques révoltes, notamment la révolte juive en 66-73 et une guerre civile, l'année des 4 empereurs, en 68-69, c'est-à-dire le renversement de Néron et la guerre pour sa succession, dont Vespasien sort vainqueur. Mais globalement, le Haut Empire est une période de paix et de prospérité. Le règne des Antonins, au IIe siècle après Jésus-Christ, marque l'apogée de l'Empire romain. Évidemment, cette situation ne dure pas éternellement. À la toute fin de l'année 192, l'empereur Commode, le dernier des Antonins, est assassiné par une conjuration de sénateurs. Cela conduit à une nouvelle guerre de succession, impliquant 5 candidats. Septime Sévère l'emporte et fonde de fait la dynastie des Sévères, bien qu'il se déclare légalement fils adoptif de Marc Aurèle. Tout au long de leur histoire, les empereurs renforcent petit à petit leur pouvoir, dans le fond et dans la forme, notamment grâce au soutien de l'armée. Mais les Sévères vont plus loin dans cette direction. Les historiens contemporains considèrent leur règne comme une transition entre le Haut et le Bas Empire romain, aussi appelé l'Antiquité tardive. Partie 5. Le Bas Empire romain ou l'Antiquité tardive. Que ce soit dans l'administration, dans l'aristocratie, dans l'armée et même dans la famille impériale, la romanisation a progressivement fait diminuer la part des Romains du Latium et des Italiens dans les postes à responsabilité.
Que ce soit économiquement ou politiquement, à la fin du IIe siècle, les provinciaux dominent l'Empire. Avec l'avènement de Septime Sévère, l'empereur est un romano-berbère de Libye et son épouse est une Syrienne. S'appuyant sur leur clientèle provinciale pendant leur règne, ils font entrer de nombreux Africains et Syriens dans la haute administration impériale. La hiérarchie de l'Empire se fait donc de moins en moins selon les cadres civiques, mais selon la proximité avec l'empereur. D'ailleurs, en 212, la constitution antonine, aussi appelée Édit de Caracalla, donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Ainsi, légalement, Italiens et provinciaux ont les mêmes droits et devoirs. Après la mort de Septime Sévère, l'Empire tombe dans une succession de complots et d'usurpations pour s'emparer du trône. C'est ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle, qui est en réalité une suite de crises qui se succèdent et se cumulent. En effet, depuis Marc Aurèle et Commode, la situation de l'Empire se dégrade à cause de guerres frontalières, d'épidémies et de crises économiques. Les empereurs ne parviennent pas à conserver longtemps, et encore moins à transmettre, leur autorité et leur légitimité. Le rythme des successions violentes s'accélère. En 235, lors d'une revue des soldats à Mayence, le dernier des Sévères, à savoir Sévère Alexandre, est assassiné. Les empereurs suivants sont très majoritairement des soldats qui s'imposent et sont contestés par la force. En effet, la victoire sur le champ de bataille est considérée par la population et l'armée comme une preuve de la faveur des dieux envers l'empereur. Mais à l'inverse, une défaite signifie la perte de cette faveur et donc la nécessité de changer d'empereur. Ainsi, les défaites fragilisent le pouvoir impérial et légitiment les usurpations. De plus, au IIIe siècle, les barbares gagnent en dangerosité. En 224, un nouvel ennemi émerge à l'est, à savoir l'Empire sassanide, qui remplace l'Empire parthe et qui se montre un adversaire plus redoutable pour l'Empire romain. Ce dernier doit mobiliser de plus en plus de troupes à l'est, dégarnisant les autres frontières de l'Empire, notamment le long du Rhin et du Danube. Les Germains peuvent ainsi pénétrer plus facilement dans le territoire en quête de butin. Face aux barbares, les empereurs subissent donc des défaites et leur autorité diminue. Pour se protéger des pillards, les villes construisent des fortifications et se tournent vers leurs gouverneurs provinciaux, commandant les troupes locales. Alors l'Empire se morcelle. Il est réunifié une première fois par Aurélien, entre 270 et 275, puis une seconde fois par Dioclétien, entre 284 et 305. Les empereurs soldats règnent généralement très peu de temps, mais ils réforment progressivement l'État romain. Ils centralisent les décisions et augmentent la fiscalité et la place des soldats dans l'administration. Rome elle-même perd en importance au profit d'autres villes, situées plus près des zones de front et des carrefours de communication, notamment à l'est, vers les Germains du Danube et les Sassanides. L'empereur Dioclétien cherche une solution pour pacifier les successions impériales et pour commander plus directement les légions dans les zones de front. Il met alors en place un nouveau mode de gouvernement appelé la tétrarchie. Selon ce système, 2 empereurs, dits les Augustes, commandent chacun une moitié de l'Empire, l'Occident et l'Orient. De plus, chaque empereur désigne un lieutenant et successeur appelé un César. Les Césars sont alors adoptés en tant que fils par les Augustes, lesquels doivent transmettre leur pouvoir au même moment. La première succession se passe comme prévu par Dioclétien, mais la seconde est un échec. Les Augustes et les Césars entrent en guerre civile. Finalement, un unique vainqueur émerge en 324, à savoir Constantin Ier. Ce dernier réforme l'Empire. Il fonde une seconde capitale, baptisée Constantinople à Byzance, sur le détroit du Bosphore, et une nouvelle dynastie, les Constantiniens. Il rend licite le christianisme et se convertit lui-même à cette religion. Constantin instaure ainsi une tolérance religieuse de fait dans l'Empire, même s'il favorise le christianisme. Pour mesurer l'importance de cette décision, revenons un peu sur la religion dans le monde romain. Depuis ses débuts, l'Empire comprend une très large diversité religieuse. Certains cultes se répandent en dépassant les limites de leur culture d'origine, à l'instar des cultes d'Isis et de Mithra, ou encore du christianisme. Le culte impérial est la seule religion commune à l'Empire. En outre, depuis le règne d'Auguste, le culte d'un dieu céleste ou solaire est au sommet de la religion publique romaine, puisque l'empereur est censé recevoir de lui son autorité et ses victoires. Sous Auguste, ce dieu est Jupiter ou Apollon. Ses successeurs font parfois d'autres choix, mais au fur et à mesure que se renforce le caractère monarchique du régime, un dieu céleste ou solaire devient de plus en plus central dans la religion publique. Le culte s'oriente ainsi vers l'hénothéisme, c'est-à-dire le culte prédominant d'un seul dieu parmi d'autres divinités reconnues comme existantes. Par exemple, en 219, l'empereur Antonin le Jeune cherche à imposer à Rome son dieu solaire syrien Elagabal, mais ses innovations et ses excentricités provoquent sa chute.
55 ans plus tard, Aurélien institue le culte de Sol Invictus. Dioclétien, quant à lui, préfère le traditionnel Jupiter capitolin. Dans ce contexte, le christianisme pose problème. Ses fidèles pratiquent un monothéisme radical. C'est pourquoi ils refusent de rendre les rites aux dieux de la religion publique, que ce soit au niveau de la cité ou de l'Empire. Au 1er siècle, les chrétiens sont d'abord persécutés localement par les autorités locales et impériales, garantes de la paix avec les dieux. À partir de 249, sous l'empereur Trajandès, les chrétiens sont périodiquement persécutés à l'échelle de l'Empire, car leur refus de sacrifier au culte impérial est vu comme une preuve de déloyauté. Mais les persécutions font des martyrs qui inspirent toujours plus de conversions. Finalement, en 313, l'empereur Constantin, accompagné de son collègue Licinius, publie l'édit de Milan qui légalise le christianisme dans l'Empire. Ses motivations restent débattues. D'après Eusèbe de Césarée, selon Constantin lui-même, ce serait pour remercier le dieu des chrétiens de lui avoir donné la victoire à la bataille du pont Milvius contre son rival Maxence. Les historiens contemporains pensent plutôt que, par cette « édit-tolérance », Constantin cherche à pacifier l'Empire, voire à l'unir sur le plan religieux, comme il l'a fait sur le plan politique. Ainsi, l'Empire romain de Constantin entame le IVe siècle avec plus de stabilité. L'autorité impériale est restaurée, la paix religieuse est imposée, et les barbares sont maintenus en échec aux frontières. Mais après la mort de Constantin, ses fils se disputent le pouvoir et des usurpateurs se manifestent. Certes, le christianisme se répand, mais il divise l'Empire autant, voire plus qu'il ne l'unit. En effet, d'un côté, des païens résistent à la nouvelle religion, et de l'autre, les chrétiens se divisent sur des questions doctrinales. L'édit de Théodose de 380, instituant le christianisme comme religion d'État, ne change rien à ces divisions. Dans la seconde moitié du IVe siècle, l'Empire est de nouveau fragilisé et soumis aux pressions des barbares. En 378, l'armée romaine, commandée par l'empereur Valens, subit l'une des pires défaites de son histoire à la bataille d'Andrinople face aux Goths en rébellion. L'Empire doit alors céder à leurs exigences. Pour la première fois, Rome installe sur ses terres des barbares victorieux. Auparavant, seuls quelques groupes de barbares vaincus étaient installés aux frontières pour bénéficier de leurs forces et pour étendre la romanisation. Après la bataille d'Andrinople, les Goths sont certes fédérés, c'est-à-dire formellement soumis à l'autorité romaine, mais leur victoire leur donne à la fois une assurance morale et une très large autonomie politique sur leurs terres. Les Goths donnent ainsi le signal à tous les Germains. Désormais, s'ils l'emportent militairement, les barbares pourront se tailler des domaines au sein de l'Empire romain, notamment dans sa partie occidentale. Le siècle après la bataille d'Andrinople voit le morcellement de l'Empire romain, subissant d'un côté les assauts des barbares et de l'autre les divisions internes au pouvoir romain. Rome elle-même est pillée par les Visigoths en 410. Reconnus pour leur efficacité militaire, les barbares reçoivent des terres et des postes de plus en plus nombreux et importants dans l'armée, la haute administration et la cour impériale. Les sénateurs romains, totalement marginalisés par le pouvoir central, se replient dans leurs domaines ruraux ou dans des cités secondaires. Ils y prennent des charges d'évêques dans les églises locales. De plus, les cultures romaines et barbares évoluent et s'entremêlent. Des Germains se convertissent au christianisme et participent aux querelles doctrinales. Les mariages mixtes sont fréquents dans l'aristocratie. Il est de plus en plus difficile de distinguer les Romains des barbares au 5e siècle. En 395, l'Empire est divisé définitivement en deux parties, l'Orient et l'Occident. Une cour impériale se maintient en Occident, mais l'empereur gouverne de moins en moins en personne. Il délègue son pouvoir aux généraux barbares, tels Stylécon, fils d'un Vandale et d'une Romaine, et régent de l'Empire entre 395 et 408. Finalement, en 476, le roi romano-barbare Odoacre, commandant les troupes d'Italie, dépose l'empereur enfant Romulus Augustule, lui-même d'origine germanique, et supprime la charge d'empereur en Occident. Cette date est retenue traditionnellement comme la chute de l'Empire romain d'Occident et la fin de l'Antiquité. Odoacre envoie ensuite les insignes impériaux à l'empereur de Constantinople. En effet, pour les romano-barbares d'Occident, un seul empereur est désormais suffisant, car l'Empire romain n'est plus qu'une fiction juridique, un assemblage de royaumes fédérés et de domaines soumis théoriquement à l'autorité de l'empereur romain de Constantinople. Les rois barbares reçoivent ou reprennent des titres d'officiers romains. Par exemple, Odoacre est à la fois roi des Hérules et patrice d'Italie de 476 à 493. Ainsi, l'Empire romain reste formellement une communauté politique, mais l'autorité effective de l'empereur ne s'exerce plus que dans la partie orientale, qui exclut les royaumes barbares. Ainsi s'achève l'histoire de l'Empire romain en Occident, ou bien pas vraiment. Épilogue.
À la fin du 5e siècle, l'empereur de Constantinople et l'aristocratie romaine s'allient avec Théodoric, roi des Ostrogoths, pour reprendre la péninsule italienne des mains d'Odoacre. Il l'emporte en 493, fondant le nouveau royaume des Ostrogoths en Italie. Puis Théodoric prend les titres et insignes impériaux en Occident, tout en reconnaissant formellement sa subordination à l'empereur d'Orient. L'historien américain Jonathan Arnold considère Théodoric comme un authentique empereur romain d'Occident. D'autres historiens, comme Claire Sautinel, le considèrent plutôt comme un roi romano-barbare sans véritables ambitions impériales. Théodoric règne sur l'Italie jusqu'à sa mort en 526. Ses héritiers ne récupèrent pas le titre impérial, ainsi s'éteint le dernier potentiel empereur romain d'Occident, 50 ans après la chute de Romulus Augustule. Enfin, au VIe siècle, l'empereur de Constantinople, Justinien, essaye de restaurer l'autorité impériale sur toute la Méditerranée. Il parvient à reconquérir l'essentiel des littoraux, mais sa restauration est de courte durée. Après sa mort en 565, ses héritiers ne parviennent pas à conserver les territoires reconquis en Occident. L'histoire des royaumes barbares se poursuivra donc, sans la tutelle de l'empereur romain de Constantinople. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère avoir fait un récit assez clair pour permettre à tous de comprendre les grandes étapes de l'histoire de l'Empire romain. Bien sûr, je suis passé très vite sur énormément d'événements, de mutations et de contextes, mais comme dit en introduction, mon objectif était bien de faire un résumé explicatif de l'histoire de l'Empire romain, sans chercher l'exhaustivité décennie par décennie. Pour ma part, c'était ma première tentative de faire une vidéo de vulgarisation historique, j'espère donc que cela vous a plu. En tout cas, de mon côté, c'était un exercice très intéressant à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, et si vous aimeriez des résumés similaires sur d'autres thèmes ou des approfondissements sur certains points de l'histoire romaine. De même, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, à la fois pour soutenir la chaîne et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur X, anciennement Twitter, pour continuer à échanger. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec la bibliographie, je vous dis à bientôt, salut à tous.